Voilà, pour ce documentaire poignant signé Andrea Rollins-Gaston et Laurent Folléa, un film coup de poing qui questionne sur les réponses à apporter pour éviter ces drames, pour éviter ces vies brisées, et sur la manière aussi dont on peut libérer la parole et briser cette terrible loi du silence. Je rappelle quand même un chiffre qui fait froid dans le dos. 10% des élèves en France disent avoir déjà été victimes de harcèlement, ce qui représente plus d'1 200 000 enfants sur le territoire français. Bonsoir Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale. Merci d'être avec nous ce soir. Votre présence est importante car vous êtes directement interpellé dans ce documentaire. On entendra votre réponse dans un instant. Et puis vous nous direz aussi comment lutter efficacement contre ce harcèlement à l'école. Jean-Pierre Bellon est également avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Professeur de philosophie dans un lycée près de Clermont-Ferrand. Vous êtes président de l'Association pour la prévention du harcèlement entre élèves. Et si on vous a invité ce soir, c'est aussi car vous avez mis en place dans votre établissement un système assez novateur, des brigades anti-harcèlement. Vous nous expliquerez tout cela dans un instant. Justine Atlan, bienvenue à vous. Bonsoir. Vous nous éclairerez tout à l'heure sur ces nouveaux phénomènes du cyberharcèlement. Vous êtes spécialiste du sujet et directrice de l'association e-Enfance. Et puis Sylvie Capio est avec nous également. Bonsoir madame. Merci d'être là, vraiment. Vous êtes la maman d'Emeline qu'on a vue dans le documentaire témoigner. Emeline qui a été harcelée au collège, puis ensuite au lycée. Merci de votre présence. Et avant de rentrer dans le vif du débat, je voudrais vous dire que vous aussi, vous pouvez participer, vous pouvez réagir en direct sur notre fil Twitter, #infrarouge. Voilà, Sylvie Capio, je voudrais qu'on commence avec vous d'abord. Comment va votre fille depuis le tournage de ce documentaire? Elle se reconstruit. Elle se reconstruit. C'est une période difficile, puisqu'après le harcèlement, il faut se reconstruire, il faut voir l'avenir, chose pas toujours facile, mais elle se bat au quotidien. Et elle a 17 ans. Elle a 17 ans aujourd'hui. Elle est toujours scolarisée? Non, elle n'est plus scolarisée, elle fait ses cours par le CNED. À cause du harcèlement? À cause du harcèlement, elle a développé une phobie scolaire. Votre réaction, Najat Vallaud-Belkacem, est-ce qu'en 2014, on peut comprendre que des enfants soient retirés du système scolaire car ils sont brimés par leurs camarades? Non, bien sûr, c'est intolérable. La question du harcèlement scolaire, pendant longtemps, dans notre pays, n'a pas été regardée avec suffisamment d'attention. Une vraie politique publique de lutte contre le harcèlement scolaire, ça existe seulement depuis 3 ans, grosso modo. Ça a été commencé par Luc Châtel, première campagne 2011. De sensibilisation en 2011 sur le sujet. Et puis amplifié beaucoup depuis 1 an par ce gouvernement. Et pendant ce temps-là, c'est vrai que notre pays avait pris du retard par rapport à d'autres pays, ne serait-ce que parce qu'on ne mesurait pas le harcèlement. Et il faut bien faire comprendre que dans le harcèlement, il y a à la fois les situations extrêmes qu'on a pu voir dans le film, qui parfois se terminent d'ailleurs par des suicides, des drames, et puis il y a des phénomènes plus diffus, et qu'il faut qu'on sache voir aussi, qui provoquent de la souffrance scolaire, de la phobie scolaire, comme vous l'avez dit, et certains parents même à retirer leurs enfants de l'école. Ça n'est évidemment pas acceptable. Je voudrais simplement avoir votre réaction sur ce qu'on a entendu dans ce documentaire, puisque ce documentaire, c'est aussi un manifeste qui vous interpelle directement, vous les institutions, vous l'éducation nationale. Comment réagissez-vous quand vous entendez ces mamans, ces parents, qui disent... On n'a pas été pris en compte par les proviseurs, par les profs, par les personnels encadrants. Est-ce qu'il y a encore parfois faute du personnel encadrant de ce point de vue-là, selon vous? J'admets une chose, c'est que compte tenu du retard que notre pays a pris sur cette question du harcèlement scolaire, c'est vrai qu'il y a des choses sur lesquelles on pourrait être plus allant qu'on ne l'est aujourd'hui. On a rattraper notre retard sur les questions de formation. On commence à le rattraper, peut-être pas suffisamment encore sur les questions de prise en charge. Mais nous avançons. Nous avons créé un numéro vert, par exemple, pour les familles, à la fois nationales et académiques, pour qu'elles puissent, sitôt qu'elles décèlent des signes avant-coureurs du harcèlement, avoir au bout de la ligne quelqu'un qui puisse répondre à leurs problématiques et puis aller voir l'établissement et aussi guider le chef d'établissement dans la réponse à apporter, parce que ça n'a rien d'évident. Il faut que nous allions plus loin sur la prise en charge des familles. Et c'est d'ailleurs ce que dit le rapport Orchestra piloté par votre ministère paru en décembre dernier. Je le cite, page 26, écrit noir sur blanc. Certains établissements continuent à minimiser l'effet de harcèlement. Voilà, c'est un fait.
La nouveauté depuis notamment 1 an, c'est que nous avons mis en place au niveau national une mission composée de 7 personnes dédiées à la lutte contre la violence scolaire et qui s'occupe beaucoup des questions de harcèlement. Donc cette mission, eh bien, elle maille l'ensemble du territoire. On a des référents dans chaque académie qui sont chargés d'organiser des plans de formation pour former dans chaque établissement. C'est un travail de longue haleine. Vraiment, je ne cherche pas à vous dire que tout est parfait. Je suis la première à vouloir qu'on fasse mieux, comprenons-nous bien. Mais je veux vous dire qu'il y a une dynamique qui a été lancée et que notre pays qui avait pris du retard est en train de le rattraper. Votre sentiment sur ce qui vient d'être dit, Sylvie Capio, est-ce que vous avez eu, vous, le sentiment d'être abandonné d'une certaine manière? Oui, sentiment total d'être abandonné. Et de quelle manière? Déjà au niveau du lycée, en fait, bon, le proviseur a vraiment été incroyable puisqu'il a écouté Emmeline, chose qui est relativement rare d'après les témoignages. Mais on se sent perdu parce qu'on n'a aucune directive. On nous dirige vers nulle part. On doit se débrouiller tout seul. En quelle année En 2014. Et donc, comment est-ce que vous avez... C'est vous qui avez tiré le... Par moi-même, j'ai dû pendant près d'une semaine taper à toutes les portes, sonner, chercher où je devais me renseigner, où je devais aller, parce que aussi bien l'hôpital qui a accompagné Emmeline ne pouvait pas m'adresser nulle part. Et au niveau de l'académie, c'est pareil. En fait, ils n'ont pas les réponses, ils ne nous donnent pas les réponses que nous attendons en fait. Est-ce que vous avez été entendu quand même par ces personnels encadrants? Est-ce que, de votre point de vue, c'est un problème de personne ou c'est un problème de cadre, d'institution? C'est un problème d'institution. Parce qu'en fait, on a eu des personnes qui sont à l'écoute, je vais pas le nier, mais ils n'apportent pas de réponse, eux-mêmes n'ont pas de réponse à nous fournir. Donc effectivement, s'ils ne sont pas formés, ils ne peuvent pas nous diriger. Justine Atlan, sur ce point précis, c'est ça la réalité? Il y a encore des gamins qui ont la peur au ventre quand ils vont à l'école et un personnel encadrant parfois, disons-le, défaillant. Et puis après, on parlera évidemment des solutions. La réalité quotidienne, bien sûr, c'est ça. C'est des enfants qui sont en cas de phobie scolaire dans les cas les plus graves, ou en tout cas, effectivement, qui vont à l'école la boule au ventre parce qu'ils ne se sentent pas protégés par ce monde d'adultes auquel leurs parents les confient pendant 8 heures, 10 heures par jour, et dans lequel ils se trouvent totalement abandonnés et isolés à leur triste sort, sans référent, effectivement, auquel se confier. Donc il y a tout un maillon de chaînes qu'il faudrait mettre en place pour prendre le relais sur plein d'étapes différentes. Il y a l'institution, il y a le côté psychologique, il y a les enfants entre eux. Enfin, voilà, il y a tout à voir pour qu'effectivement ensuite le relais soit pris partout. On a fait preuve de trop de laxisme jusqu'à présent, Madame la Ministre, sur cette question du harcèlement. On a vu vos propos très sévères après les fêlures qui sont apparues dans l'éducation nationale suite aux événements et aux attentats. Vous avez dit désormais c'est tolérance zéro. Est-ce qu'il faut appliquer la même méthode sur le harcèlement à l'école? Moi, je crois que sur ce sujet, il y a eu un peu les mêmes mécanismes que s'agissant des violences faites aux femmes qui ont fonctionné. J'en parle en connaissance de cause parce que ça fait plusieurs années que je réclame qu'on lève un tabou justement sur les violences faites aux femmes. Sur le harcèlement scolaire, je pense que c'est aussi une question de tabou et qu'il y a nécessité de briser le silence. Mais je ne crois pas qu'il y ait eu de volonté de mal faire. Vraiment, je le redis ici, des équipes pédagogiques sur le terrain, vous imaginez bien. En revanche, ce qu'on peut se demander, c'est dans quelle mesure notre école... Pas de mal faire, mais peut-être de laisser faire, disons. Non, mais dans quelle mesure notre institution scolaire a suffisamment lutté en son sein contre tout ce qui est discrimination, rejet de la différence, sexisme, parce qu'au fond, le harcèlement, souvent, il s'appuie sur quoi? On l'a vu dans le documentaire. Sur le fait qu'on reproche à l'enfant victime d'être trop gros, trop ceci, trop cela. Donc cette question de la bienveillance de l'école, oui, elle est à améliorer et c'est tout le sens des politiques qu'on conduit. Jean-Pierre Bellon, sur le constat et sur les moyens, on a entendu Najat Vallaud-Belkacem parler de campagne de sensibilisation, parler de prévention. C'est vrai qu'il y a eu la loi Payon qui a décrété la lutte contre le harcèlement à l'école priorité nationale. Est-ce que les moyens sont à la hauteur des enjeux, j'allais dire? Contestablement, beaucoup de choses ont été faites en matière de prévention, ça ne fait pas de doute. Là où je pense qu'on reste encore en difficulté dans les établissements français, c'est sur la question, de la détection des cas, et j'allais dire de la détection précoce. Parce que tous les cas qu'on a pu voir dans le documentaire sont quand même des situations qu'on a laissé pourrir et qu'on n'a peut-être pas vues sur le moment. Donc l'important, c'est de détecter très tôt les choses. Plus le harcèlement va être pris précocement, donc plus la prévention, c'est bien, mais ça n'est pas suffisant, c'est ce que vous dites. Je pense qu'il faut, il faut de la prévention, bien sûr, mais il faut aussi, sur place, détecter les cas. Donc, et pour ça, pour détecter les cas, les détecter le plus tôt possible, être attentif à ces élèves qui sont isolés, à ceux qui n'ont pas d'amis, ceux qui sont exclus du groupe.
il faut s'appuyer sur les personnels, bien sûr, mais il faut aussi s'appuyer sur les élèves. En les sensibilisant, ce sont eux qui ont une visibilité très large de ce qui se passe dans les établissements scolaires. Et puis, il y a la question du traitement des cas. Une fois qu'un cas est décelé, il faut le traiter. Et là, je me rends compte tout de même, par les échos que j'ai, qu'il y a quand même un certain nombre de maladresses qui sont encore commises. On sait qu'il existe des méthodes qui sont efficaces. Elles ont fait leurs preuves à l'étranger. On les a développées au sein de notre association. Et vous nous expliquerez tout à l'heure ce que vous avez mis en place dans votre lycée, car c'est vraiment très très intéressant. Et visiblement, les résultats sont là. Najat Vallaud-Belkacem, est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de sanctions ? Il n'existe pas aujourd'hui de délit de harcèlement à l'école. On a vu ses parents dans le documentaire qui en réclament un. De fait, ça existe. Je suis bien placée pour en parler puisque c'est dans le cadre de la loi du 4 août dernier que j'ai fait adopter comme ministre des droits des femmes, la loi sur l'égalité femmes-hommes, que nous avons redéfini le délit de harcèlement. Oui, au sein du couple. Justement, pour faire en sorte que existe un délit général de harcèlement moral qui vaille y compris mais il n'y a pas de qualificatif de harcèlement à l'école ou hors contexte professionnel. Donc ça veut dire qu'il existe un délit général de harcèlement moral qui n'est pas spécifique à l'école. Non, mais qui peut s'appliquer du coup partout, dans la rue, à l'école, et qui d'ailleurs est même aggravé en cas de cyberharcèlement. Sylvie Capio, sur cette problématique de pénalisation, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit, ou est-ce que vous êtes comme ces parents qu'on a entendus qui réclament une pénalisation du harcèlement à l'école en tant que tel ? On réclame une pénalisation parce que c'est très très dur de se faire comprendre et entendre, même si on dépose plainte. C'est très très difficile, nous en tant que parents et victimes, donc les enfants harcelés, à ce que nos plaintes soient abouties. Alors des solutions concrètes, il y en a, on va vous entendre Jean-Pierre Bellon. Vous avez mis en place au sein de votre établissement, à côté de Clermont-Ferrand, c'est un lycée général et technique, vous avez mis en place un système qui a fait ses preuves en Australie. Il s'agit de brigades anti-harcèlement. Pour faire simple, expliquez-nous. Je vous laisse la responsabilité du terme de brigade, je ne l'emploie pas. Non, si vous voulez, on s'est efforcé, en s'inspirant, il est vrai... que j'ai lu, mais vous allez nous expliquer. En s'inspirant, il est vrai, d'expériences qui ont été menées dans les pays scandinaves et en Australie, c'est vrai aussi, oui. D'abord, de détecter très précocement, je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi de traiter, parce que on parlait de la sanction tout à l'heure. La sanction dans les cas les plus graves, bien sûr qu'elle est nécessaire. Mais est-ce qu'elle suffit? Est-ce que c'est elle qui va mettre fin en tant que telle au harcèlement? Si on sanctionne maladroitement, le harcèlement, il recommencera de façon plus sournoise, par en dessous et beaucoup moins visible pour les professionnels. Donc ce qu'il faut faire, c'est suivre les élèves qui sont impliqués dans les cas de harcèlement, les intimidateurs ou les harceleurs. Quand vous dites les suivre, c'est-à-dire les identifier? Il faut les identifier, bien sûr. Les convoquer, leur parler. Alors c'est une méthode qu'on doit à un psychologue suédois, Anatole Pikas. C'est une série d'entretiens individuels avec les élèves harceleurs, dans lesquels on ne les prend pas billes en tête en les attaquant ou en les... non. Au départ, on dit, voilà, je suis préoccupé pour la situation de tel élève, on se moque de lui ou il est isolé. Il est très rare que l'élève nie les faits. Puisqu'on ne l'implique pas directement dedans. Et on lui demande après, mais alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que cet élève soit moins moqué, pour qu'on se moque moins de lui, Et on amène comme ça les élèves harceleurs à trouver eux-mêmes des solutions aux problèmes qu'ils ont créés. Pardon, pour vous suivre, qui identifie les élèves harceleurs ? Dans mon établissement, on est un groupe de 3 ou 4 personnels, et on les identifie. Donc c'est les adultes? Oui, ce sont les adultes. Alors en s'appuyant sur les élèves qui nous aident très souvent à déceler les cas, ce sont eux qui permettent de voir les choses. On a une équipe d'élèves, on a une équipe d'enseignants, de CPE, infirmiers. Et cette équipe donc va rencontrer les élèves harceleurs et cette méthode, elle marche, elle est efficace. C'est-à-dire que sur le terrain, dans votre lycée, vous avez des résultats concrets? Moi, j'ai des résultats concrets, j'ai des résultats dans mon établissement, dans les établissements dans lesquels par notre association avec Bertrand Gardette, on a pu développer cette méthode. Ça prend du temps. Mais c'est extrêmement efficace, parce que ça permet finalement à chacun de sortir du processus de harcèlement, j'allais dire la tête haute. La victime, évidemment, on la prend en charge, mais les harceleurs aussi ont fait en sorte qu'ils ne recommencent pas. Le suivi est absolument essentiel. Et ça fonctionne, oui, bien sûr que ça fonctionne. Vous arrivez à leur faire prendre conscience de la gravité de ce qu'ils font? On essaye de leur faire trouver eux-mêmes des solutions. Oui. Alors ça peut être, par exemple, un élève dont on se moque. Oui, on pourrait peut-être arrêter, on pourrait peut-être essayer de... On va briser l'unité du groupe. Vous savez, le harcèlement, c'est un phénomène de groupe.
Ce sont toujours les plus nombreux contre celui qui est isolé, les plus forts contre le plus faible. Briser cet effet de groupe. Je pense qu'un très grand nombre d'élèves qui participent au harcèlement sont en quelque sorte pris dans ce processus et cherchent eux aussi une solution pour en sortir. Et on les aide de cette manière. Madame la ministre, c'est intéressant cette méthode. Vous la connaissiez, cette expérimentation? Il y en a des centaines, ouais. Honnêtement. À nous de faire le travail, en effet, de tri, de voir quels sont les plus efficaces, quels sont les outils qui ont le plus d'impact, et ensuite, en effet, de les généraliser, de les déployer, je suis d'accord. Mais je ne veux pas qu'on reparte avec l'idée qu'il y a des personnels qui sont totalement indifférents à cela. Ça n'est évidemment pas l'objet de cette émission ce soir. Et depuis quelques années, alors il y a un harcèlement d'un nouveau genre qui a fait son apparition, on l'a évoqué tout à l'heure, il s'agit bien sûr du cyberharcèlement sur Internet, sur les réseaux sociaux. On sait que les jeunes en sont très friands, qui dépassent évidemment le cadre scolaire, puisque les insultes, c'est quotidien, c'est tous les soirs, c'est avant l'école, c'est pendant l'école, et puis c'est le soir sous la couette quand on est sur les réseaux sociaux. Justine Atlan, vous êtes spécialiste du sujet. C'est assez terrible ce phénomène, parce que le harcèlement, j'allais dire, est quasi permanent, est quotidien, on n'arrive pas à s'en sortir. Il est permanent puisqu'il vous suit chez vous à la maison, il vous suit effectivement pendant les repas, au moment où vous devez être détendu, au lit, sous l'oreiller, à toute heure du jour et de la nuit. Il est sans limite. En plus, il entraîne avec lui des participants qui ne participent pas nécessairement dans le cadre de l'établissement scolaire, parce qu'effectivement, ce n'est pas dans leur nature. Ils n'oseraient pas aller insulter quelqu'un, heureusement d'ailleurs. En revanche, effectivement, cachés derrière leur smartphone ou leur écran, ils vont se désinhiber, ils vont tester de voir ce que ça fait. Après tout, il y a une dimension d'anonymat qui encourage le phénomène. Oui, alors d'anonymat ou pas forcément d'anonymat, parce que sur les réseaux sociaux, ils ne sont pas nécessairement anonymes, mais ils sont pris dans un espèce de groupe, alors qui est encore plus énorme que celui de l'établissement, dans lequel ils se sentent finalement un parmi tellement d'autres que c'est pas très grave, et ils se rendent compte qu'ils peuvent le faire en toute impunité. Et effectivement, c'est un peu le problème du cyberharcèlement, c'est qu'encore une fois, ça donne une caisse de résonance bien supplémentaire. C'est pour ça que c'est une circonstance aggravante, parce que non seulement on est harcelé, mais on l'est aux yeux de tous, et en plus avec beaucoup plus de personnes. Et ça fait boule de neige, parce que ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux la veille au soir ou la nuit, va être rectifié, amplifié le lendemain, et tout ça, ça ne cesse de se produire comme une boule de neige. Et les chiffres sont absolument terribles. 80% des enfants disent avoir déjà été témoins de harcèlement sur les réseaux sociaux. Et je crois que vous dites également qu'entre 3 et 4 enfants se suicideraient chaque année en France suite à du harcèlement sur Internet. Ce qui est vrai, c'est que dans tous les cas qu'on a eu récemment de suicide, ils étaient tous cyberharcelés. Et très souvent, c'est ça effectivement qui leur a donné l'impression qu'ils étaient dans une impasse absolue, puisqu'il n'y avait aucun lieu pour se retrancher, puisque même à la maison, c'est là qu'ils sont témoins de en regardant. Ils ne peuvent pas se déconnecter aujourd'hui. Un adolescent aujourd'hui ne peut plus être adolescent sans être sur ses réseaux sociaux, sur ses smartphones, puisque souvent on dit mais alors pourquoi ils ne se déconnectent pas? Mais parce qu'on ne peut pas être adolescent aujourd'hui sans être avec un smartphone, sans communiquer avec quand même le peu d'amis qu'on a, mais on en a, la famille, parce que les parents veulent nous joindre, on peut pas. Donc effectivement, on est témoin de ce lynchage en ligne dont on est victime et on ne peut rien faire. Sylvie Capio, votre fille Emeline, elle a également été harcelée sur Internet? Oui. Elle a eu la présence d'esprit de bloquer ses pages. Donc, elle m'en a parlé il n'y a pas très longtemps, mais elle a connu le cyberharcèlement. D'autant plus qu'elle était en internat, donc elle était harcelée du lundi matin au vendredi soir à l'internat, et ensuite le week-end sur les réseaux sociaux. Le week-end sur Internet. Voilà. Comment est-ce qu'on fait pour déceler un enfant harcelé sur Internet, Justine Atlan? C'est un changement de comportement, globalement, un changement de comportement. Donc si c'est un bon élève, il va effectivement avoir des baisses de notes, ça va être commencer à avoir des symptômes physiques, mal au ventre, mal à la tête, pour en fait essayer de ne pas aller à l'école. L'infirmière scolaire va peut-être signaler que cet enfant vient très souvent dans l'infirmerie et en général se réfugier, pas forcément parce qu'il est malade, mais parce qu'il ne veut pas être au contact des autres. Donc voilà, tous les signes, c'est là où effectivement l'école est importante, parce que c'est à elle de donner des signaux d'alerte aux parents pour dire effectivement que l'enfant tout d'un coup change de comportement. Pour Marion, c'était très net, dont on voit effectivement le cas dans le documentaire, que c'était une bonne élève qui est devenue moins bonne, qu'elle a commencé à arriver très en retard dans beaucoup de cours, à insulter des copains alors qu'elle ne le faisait pas. Enfin voilà, il y a des comportements manifestes qui changent radicalement et le parent doit s'en inquiéter évidemment. Pour le cyber, c'est plus compliqué puisque les parents ne peuvent pas avoir accès à ce qui se passe en ligne pour la vie numérique de leur enfant. Là, on pourrait se poser des questions. Est-ce que les réseaux sociaux qui vont s'ouvrir de plus en plus aux moins de 13 ans n'auraient pas effectivement quelque chose à faire vis-à-vis des parents pour leur permettre de surveiller un peu leur enfant, pour que l'enfant ne soit pas abandonné sur ces réseaux sociaux à moins de 13 ans, puisque finalement le parent est quand même responsable et doit être vigilant aussi de son comportement et de la façon dont il peut être agressé en ligne. Enfin, voilà, il y a pas mal de questions à se poser aussi sur le Jean-Pierre Belland, un mot sur le cyberharcèlement. Est-ce que c'est quelque chose que vous observez également au sein de votre établissement et comment lutter? Bien sûr.
Le cyberharcèlement et le harcèlement se tiennent par la main. Hein. Ça, Oui. je crois que ce qui est discuté le soir sur les Mais réseaux votre sociaux... initiative on le dont vous retrouve. parliez tout à l'heure, est-ce que ça a aussi un effet sur ce cyberharcèlement? Oui, je crois qu'en traitant du harcèlement, on traite aussi le cyberharcèlement. Ah, je voudrais quand même mentionner un cas extrêmement grave de cyberharcèlement, à mon avis, et qui mériterait quand même une campagne de sensibilisation, c'est ce qu'on appelle le sexting. C'est-à-dire cet envoi, réception de photographies sexuellement implicites ou explicites ou dénudées, qui circulent d'un portable à l'autre, Oui, qui qui sont paraît volées. qu'il fait fureur chez les jeunes. C'est terrible, hein, parce qu'il y a à l'étranger, en tout cas, toute une série de suicides qui ont été... Il y a une espèce d'engrenage terrible qui va conduire des adolescents enfermés dans une honte. Comment voulez-vous qu'ils en parlent? Ça, c'est ravageur. Je crois vraiment qu'il y a un travail à faire avec les jeunes, avec les adolescents, pour parler, nommer simplement les choses et travailler avec eux à des modalités de prévention. Vous avez mis en place, Justine Atlan, avec votre association, une plateforme, Absolument. un numéro vert également. Tout à fait, un Les numéro parents vert. peuvent vous appeler. Les victimes, Et les que faites-vous ados, les parents, les professionnels. Est-ce que vous êtes comprenez ma question, est-ce que vous êtes en capacité de faire oui. stopper, j'allais dire, du jour au lendemain, ce cyberharcèlement? Le cyberharcèlement, oui, on a des moyens de le faire stopper. C'est l'avantage de notre numéro, c'est qu'effectivement, quand on prend en charge un cas, on va faire en sorte de faire cesser les manifestations en ligne du harcèlement. Donc on a des contacts privilégiés avec tous les acteurs du numérique, que ce soit, excusez-moi, je vais citer des marques, Facebook, YouTube, Ask, Twitter et autres, avec lesquels on a des contacts privilégiés où quand on agit comme un tiers de confiance, on valide avec la victime ou ses parents que vraiment il y a du harcèlement. Enfin, on a un certain nombre de process internes qu'on connaît chez eux, qu'on valide, et ensuite on leur transmet le cas. Et quand c'est nous qui leur transmettons le cas individuellement, les profils incriminés ou les commentaires ou les images sont effacés dans les 2 heures qui suivent. Parvenez à faire bloquer les pages Internet? À faire bloquer, à faire fermer des profils qui sont soit usurpés, soit harceleurs, à faire supprimer des vidéos sur YouTube, à faire supprimer des commentaires. Oui, ça se fait dans les heures qui suivent, mais parce que c'est nous. Parce qu'on a des contacts privilégiés avec eux, qu'on n'en abuse pas. Donc on le fait que dans des cas effectivement graves, avérés, où tout le reste n'a pas suffi à le faire arrêter, puisqu'il faut savoir que n'importe quel utilisateur de ces réseaux sociaux peut signaler et peut réussir à faire supprimer des choses, mais en général c'est long. C'est pour ça qu'effectivement on arrive un peu en urgence. Mais on a les 2 volets. Voilà, nous on a ce numéro qui permet d'agir en urgence. Il y a plusieurs temps. Voilà, il y a le temps de la prévention, là, le temps de la détection, il y a le temps du traitement du cas. Et le temps de l'urgence. Et voilà. Et donc on essaye avec le numéro d'être dans l'urgence, on essaye avec l'association e-enfance sur le terrain de faire la prévention. Il y a tout un problème de détection à mettre en place. Tout ça, ça doit se faire en même temps. Il faut que les parents, on n'a pas parlé des parents. Les parents ont un rôle à jouer, c'est quand même eux qui éduquent leurs enfants. Oui. Plus quasiment que l'éducation nationale quand même. Il faut qu'ils sachent parler de ce cas à leur enfant, sans forcément l'envisager comme une victime. C'est dur pour un parent de a priori penser que son enfant est victime, sans forcément l'envisager comme un harceleur. La majorité des enfants vont être témoins, globalement. Donc c'est aussi comme ça qu'il faut leur parler. Leur dire, voilà, si tu es témoin de quelque chose comme ça permet de parler du sujet sans les enfermer dans un rôle de victime ou de harceleur, et leur dire, tu te dois, effectivement, de le signaler. Alors, pas forcément en jouant le héros devant toute la classe, devant tes copains, parce que c'est dur, mais d'aller voir des adultes référents, dans le cadre effectivement de l'éducation nationale, pour signaler, et qui vont savoir, eux, quoi faire. Voilà, tout ça, c'est à mettre en place en même temps. Ce qui frappe aussi Najat Vallaud-Belkacem, ce sont les associations qui s'occupent de ce boulot-là. Est-ce que c'est pas aussi à l'éducation nationale de faire ce boulot de gestion de l'urgence? Alors, donc, en fait, la mission a été déléguée à cette association que nous soutenons pour son fonctionnement, mais c'est important que ce soit fait aussi par une association qui a développé une expertise. Plutôt que de réinventer d'une certaine façon l'eau chaude, on a préféré s'appuyer sur des acteurs de terrain qui avaient fait leurs preuves. Madame Cabillaud, vous êtes convaincue par ce qui a été dit? C'est sous-jacent puisque dans le cas d'Emeline, par exemple, j'avais accès à sa page Facebook, mais elle en avait ouvert une autre. Oui. Donc, et la plupart des jeunes font ça. Les adolescents ne veulent pas que les parents soient... Malgré le harcèlement dont elle était victime, elle continuait à aller régulièrement sur les réseaux sociaux. Oui, enfin sur Facebook. Sur Facebook. Ensuite, les autres réseaux sociaux, non, je ne pense pas. Elle m'avait parlé de Ask également, dont elle a été victime de cyberharcèlement. Mais sinon, c'est vrai que les jeunes ne veulent pas que les parents soient derrière. Donc, automatiquement, oui, j'avais accès à sa page officielle, mais elle avait une autre page Facebook derrière. Bon, il y a un gros boulot de pédagogie et d'éducation à faire sur l'utilisation d'Internet. Et moi, je voudrais ajouter une chose aussi, c'est que la plupart des jeunes ne savent pas qu'ils sont harcelés. Ils ne peuvent pas mettre de mots sur les mots qu'ils subissent. Donc, ça serait bien quand même déjà à la base qu'on leur apprenne ce que c'est le harcèlement. Un mot de conclusion, Najat Vallaud-Belkacem. Vous savez qu'on aime bien prendre date sur France 2. Est-ce que vous pouvez vous engager dans cette lutte contre le harcèlement scolaire, sur une mesure, sur un objectif, d'ici les prochains mois, les prochaines années?
Mais je l'ai dit ici, je pense que autant nous avons fait des progrès, il faut évidemment les poursuivre hein, sur la question de la sensibilisation, de la prévention, de la formation, il faut poursuivre. Autant sur la question de la prise en charge, je suis d'accord avec vous, nous pouvons aller beaucoup plus loin, et notamment pour constituer des équipes dans lesquelles on ait des psychologues, des éducateurs, des médecins scolaires qui puissent en effet mieux prendre en charge la souffrance et de l'enfant et des familles. Et donc c'est là-dessus que nous allons travailler ces prochaines semaines, de la même façon que nous allons lancer une grande campagne de sensibilisation pour éveiller l'opinion publique tout entière sur ce sujet. Merci, Najat Vallaud-Belkacem, d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous trois, merci pour votre présence. Merci bien sûr à vous pour votre fidélité. Et n'oubliez pas que suite à cette émission, France 2 met à votre disposition une plateforme numérique pour recueillir vos témoignages, que vous soyez parents ou victimes de harcèlement scolaire. Vous y trouverez aussi le manifeste du documentaire qui interpelle les pouvoirs publics. Voici l'adresse francetv.fr/harcèlement scolaire tout attaché. Merci à tous. À bientôt.